Eugène naît dans une famille aisée de la région parisienne le 26 avril 1798. Son père est un haut fonctionnaire de l'État et sa mère, d'origine allemande, est parente de l'ébéniste Jean-François Eubène au service du roi Louis XV. À 8 ans, il est inscrit au lycée impérial à Paris. Il y reçoit pendant 10 ans un enseignement classique, mais aussi une bonne éducation musicale et artistique. Mais là où Eugène se distingue de ses petits camarades, c'est dans le dessin. Il a un don, c'est certain. C'est dans l'art que le jeune garçon, marqué par la perte de ses parents, trouve du réconfort. En novembre 1815, il écrit à l'un de ses amis « Prie le ciel pour que je sois un grand homme. Il sera exaucé, tu vas voir. » À la sortie du lycée, il est admis dans l'atelier de Pierre Guérin et il y côtoie des artistes comme Gros et Géricault, avec qui il se lie d'amitié. À 19 ans, il entre aux Beaux-Arts et s'initie à l'aquarelle. On le voit souvent passer ses journées au Louvre, à copier les grands peintres tels Rembrandt, Rubens, Véronèse ou Velázquez. C'est le temps de ses premiers tableaux. Des toiles religieuses, mais surtout des œuvres vigoureuses, pleines de couleurs, comme la Barque de Dante, 1822. Paris, le 3 septembre 1822. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l'espère. J'en deviendrai meilleur. C'est par ces lignes que commence son journal. Car si Delacroix excelle en peinture, il est aussi attiré par l'écriture. Il y note ses rencontres, ses théories sur la peinture, ses joies, ainsi que ses doutes. Ce journal, qui l'accompagne une grande partie de sa vie, sera publié en 1893, après sa mort. Finalement, il n'aura pas écrit pour lui tout seul. En mai 1825, Eugène se rend à Londres pour étudier l'aquarelle et les techniques du paysagiste anglais Constable. Mais il est déçu par le pays. Je me trouvais bien malheureux d'être obligé d'y rester éternellement. Est-ce le temps pluvieux, la nourriture ? Pourtant, au bout de quelques semaines, il change d'avis. Il se promène avec bonheur sur les bords de la Tamise, dont il fait des croquis, et découvre les pièces de Shakespeare qui l'inspireront pour de futurs tableaux. Quand il rentre en France, au mois d'août, il a dans ses bagages 2 belles aquarelles de la campagne anglaise. De retour à Paris, il retrouve la vie animée de la capitale et ses salons littéraires. Il y rencontre les écrivains Hugo, Stendhal et Dumas, auxquels se joignent le poète Baudelaire et les musiciens Paganini et Chopin, dont il fera même le portrait. Mais il a aussi besoin de se retrouver seul. C'est pourquoi il s'enferme des jours entiers dans son atelier, peignant sans relâche. Il se sert alors des couleurs pour exprimer ses émotions, comme le faisaient le Titien et Rubens. La mort de Sardanapale, exécutée en 1827, en est un bel exemple. Pas de doute, il est le chef incontesté du mouvement romantique en peinture. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, Paris est en ébullition. C'est la révolution des Trois Glorieuses, qui chasse Charles X et le remplace par Louis-Philippe, roi des Français. Eugène, inspiré par ces événements politiques, se met au pinceau et l'année suivante présente le plus célèbre de ses tableaux, La liberté guidant le peuple, que tu as peut-être déjà vu dans tes livres de classe. La scène se passe sur une barricade et la liberté est représentée par une femme brandissant le drapeau français. À ses côtés, un garçon que Victor Hugo mettra en scène dans Les Misérables 30 ans plus tard. Tu l'as reconnu ? C'est Gavroche. En 1832, Eugène part en Afrique du Nord pour accompagner une mission diplomatique. Le Maroc et l'Algérie, qu'il visite pendant plusieurs mois, le fascinent. Il flâne dans les souks et les ruelles de Tanger et admire les intérieurs confortables des riches maisons. Il s'émeut de la beauté des femmes et est frappé par les paysages qu'il découvre pendant ses randonnées à cheval. « Je suis tout étourdi de ce que j'ai vu », écrit-il dans son petit carnet qui ne le quitte jamais. De retour à Paris, il se met au travail et termine le tableau « Femmes d'Alger » dans leur appartement, 2 ans plus tard. Eugène consacre les années suivantes à la décoration du Palais Bourbon, du Palais du Luxembourg, du Louvre et de l'Hôtel de Ville. Il passe des journées couchées sur un échafaudage pour pouvoir plus facilement peindre les plafonds.
En 1855, il commence à travailler dans la chapelle des Saints-Anges de l'église Saint-Sulpice. Mais le curé de l'église lui demande de ne pas travailler le dimanche, car cela gêne les fidèles. Le peintre refuse et avance un bon argument. En écoutant la musique de la messe, il peint 2 fois plus vite. Et il obtient gain de cause. Les peintures viennent d'être restaurées. Tu peux aller les admirer. Eugène est déjà bien connu, mais c'est l'exposition universelle se tenant à Paris en 1855 qui va faire sa gloire. Certes, Londres en avait organisé une 4 ans plus tôt, mais Paris accueille aussi la première exposition internationale d'art contemporain. Un palais des Beaux-Arts est construit avenue Montaigne pour l'abriter. Tu te rends compte, 1 million de visiteurs viennent admirer les 5000 œuvres exposées, dont 35 toiles de Delacroix. Quel triomphe! Devant ce succès, il est récompensé. Il devient commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur et est enfin élu à l'Institut de France. Le 13 août 1863, Eugène, malade depuis des années, meurt dans son appartement-atelier de la place Fürstenberg à Paris. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise au cours d'une cérémonie très simple, comme il l'avait demandé. Mais ses amis, le poète Baudelaire et les peintres Manet et Fantin-Latour, sont contrariés, car le gouvernement et la presse ne lui ont pas rendu l'hommage qu'il mérite. C'est quand même l'un des grands peintres du romantisme qui vient de mourir. Alors, ils ont l'idée de réaliser un tableau hommage à Delacroix, peint par Fantin-Latour, le représentant avec tous ses proches, artistes, écrivains et musiciens.